Mais écoutez, je vous propose de débuter cette web conférence. Donc, Madame, Monsieur, chers participants, chères participantes, j'ai le plaisir d'animer donc cette première web conférence défense et industrie sur le thème l'industrie de défense en période de crise sanitaire, conséquences sur l'activité et spécificités du secteur. Donc, la situation actuelle soulève un certain nombre de problématiques qui peuvent être certes communes aux autres secteurs, mais qui peuvent aussi également s'avérer spécifiques. Donc, pour ce faire, nous bénéficierons des éclairages et analyses d'Hervé Guilloux et Jean-Pierre Deveau. Hervé Guilloux est président du GICAN, président du comité stratégique de filière des industriels de la mer et vice-président du Conseil général de l'armement. Hervé Guilloux a dirigé l'entreprise Naval Group de 2014 à mars 2020, après avoir présidé aux destinées de Cassidian au sein du groupe Airbus, à cette date EADS, pour faire référence à ses fonctions les plus contemporaines. Jean-Pierre Deveau, ingénieur général hors classe, a fondé le cabinet de conseil en stratégie Innovstra, qui accompagne des startups et PME innovantes du secteur défense notamment. Hervé Deveau est conseiller du cluster SAFE et de l'incubateur Starbust. Vous disposez d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la défense, en particulier au sein de la DGA, institution pour laquelle vous avez été directeur de la stratégie de 2009 à 2014. Alors, avant de débuter les discussions, je rappelle juste à l'ensemble des participants qui nous ont rejoints que si vous avez des questions, merci d'utiliser l'onglet QR, donc questions-réponses, en haut à droite de votre écran, et j'essaierai en fait de restituer à la fin de cette conférence vos questions. Donc, nous allons en fait dans un premier temps réaliser un état des lieux de l'adaptation des activités, RD, production, MCO, pendant la crise sanitaire, et ça selon aussi le positionnement des entreprises dans la supply chain. Donc, jusqu'à quel point ces activités ont-elles été perturbées? Et concernant le plan de continuité de la production, quelles ont été les plus fortes contraintes, obstacles dans la mise en œuvre, notamment en termes organisationnels ou liés à la spécificité des activités défense, puis aussi d'une approche différenciée, le cas échéant, entre les activités liées à la dissuasion et le domaine conventionnel. Voilà, donc quelle remontée de terrain, en fait, entre autres, et les plus marquantes des adhérents du GICAN. Donc Hervé Guilloux, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Un plaisir d'être avec vous. Donc, le GICAN, comme vous le savez, rassemble la totalité des industriels du naval, qui soient la construction, la réparation, les équipementiers, les services associés. Et la première chose qui nous a préoccupés au moment de la crise, ça a été d'abord la continuité du service opérationnel forces armées et pour ce qui nous concerne, essentiellement de la marine. Et donc, c'est ce qui, à travers les 8 semaines que nous avons traversées, a été le premier guide de l'activité de tous, que ce soit les différents sites de Naval Group, au premier chef Lille Longue, qui ne s'est évidemment jamais arrêté, mais aussi les sites de Toulon, les sites de Nantes et d'Angoulême qui soutenaient, et puis toute la supply chain qui était derrière. Ensuite, face à l'arrêt brutal finalement des activités, nous avons engagé avec la DGA un dialogue extrêmement serré, avec des réunions hebdomadaires au niveau du délégué et du directeur des opérations, pour nous fixer un tableau de priorité pour chacun des programmes, programme par programme, supply chain par supply chain, et nous avons fait un exercice commun de priorisation. Le nucléaire en priorité avec toute la partie soutien opérationnel, les navires en opération, mais aussi les navires projetés à l'étranger. Ensuite, quelques programmes essentiels, et vous avez pu voir que le Suffren, par exemple, a redémarré ses effets à la mer, donc même si l'activité a été très ralentie à Cherbourg, à 90% ralentie, ça a été une des remises prioritaires, mais aussi, par exemple, le programme des FDI. Nous avons
fait face à des difficultés tout à fait particulières dans le naval, pas tant comme nos collègues de l'aéronautique ou du terrestre, pas tant sur les questions de supply chain, parce que dans le naval, les équipements arrivent souvent à l'avance sur les chantiers, et ainsi de suite, donc on n'a pas été trop ralenti par ça. Par contre, on a été très, très pénalisé par deux spécificités de nos métiers. Le premier, c'est le travail à bord. On parle beaucoup des usines dans les médias, on parle beaucoup des bureaux d'études. Les bureaux d'études, ils ont finalement pas trop mal fonctionné, malgré les questions de protection de secret de défense. On a été très, très embêtés pendant 15 jours, mais petit à petit, le système s'est mis en place et toutes les fonctions d'études à long terme, les fonctions transverses, tout ce monde-là a fonctionné assez normalement et nous sommes allés assez vite à 35-40% de télétravail, soit pour les fonctionnels, soit pour les gens qui faisaient des études. Les ateliers, on a pu redémarrer des activités prioritaires, mais on peut tracer au sol des choses stables et ainsi de suite. Les chantiers, c'est vraiment très, très, très difficile. Et donc, l'essentiel des chantiers, 90% des chantiers, les chantiers Atlantique, Quash, Piriou, les CMN, Naval Group, Socarenam, tout le monde s'est arrêté quasiment, pratiquement arrêté pendant 3 à 4 semaines. Le temps qu'on arrive à trouver les voies et moyens de rassurer les gens et puis d'organiser pour faire un minimum de travail à bord. Une de nos difficultés, c'est que même si un jour on revient à 100% d'activité, aujourd'hui nous sommes revenus à 70, 75, 80% pour les petits chantiers, on aura des pertes de productivité considérables tant que les mesures barrières se poursuivront. Imaginez-vous travailler dans un compartiment de chaufferie nucléaire avec des gestes barrières. Si on a l'habitude de la propreté, c'est quand même très très compliqué. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'une forme de radoux, ça ne se déménage pas. Et un bateau, ça ne se coupe pas en rondelles. Le temps d'assemblage d'un bateau est considérable et donc il faut amener le personnel au bateau. Et donc, on n'a pas des chaînes comme à Airbus avec des morceaux d'avions qui sont construits à droite et à gauche, des chaînes logistiques finalement assez globales. Et donc, le blocage de la circulation des personnels professionnels a été pour nous un handicap tout à fait spécifique, puisque si vous voulez assembler une frégate à Lorient, il vous faut des spécialistes de logiciels de Toulon, il vous faut des spécialistes de la propulsion de Nantes, il vous faut des spécialistes de périscope de Angoulême pour finir le suffrain à Cherbourg, il faut des travailleurs de l'Europe entière pour terminer un paquebot à Saint-Nazaire. Il faut aussi des travailleurs détachés sur l'essentiel des chantiers civils français, faute de main-d'œuvre qualifiée française en nombre suffisant. Il y a, je rappelle, 3000 travailleurs détachés à Saint-Nazaire en permanence, c'est-à-dire autant que de personnel titulaire. Tous ces gens-là sont égayés dans la nature, on n'arrive plus à les faire revenir sur des chantiers. Donc, c'est ça aujourd'hui, je dirais, les deux plus grosses difficultés. J'ajoute à ça, mais ça c'est une difficulté qui n'a rien de spécifique à notre milieu, c'est évidemment la difficulté à facturer. Pourquoi difficulté à facturer? Parce que dans notre métier, 70% de notre business est à l'export. Pour facturer, il faut que les clients viennent recéter, les clients ne peuvent plus venir, vous n'avez plus accès au port ni aux infrastructures portuaires, donc vous ne pouvez plus faire les recettes des bateaux. Et donc, nous avons. Mais ça, je dirais que tous les gens, que ce soit dans le naval civil, l'automobile, les transports terrestres, ont eu exactement la même difficulté. En tout cas, un point très positif que je souhaite souligner, il s'est créé des solidarités dans la filière et dans la profession que je n'ai pas connu en 40 ans de carrière. Tout d'un coup, les gens se sont réunis, on a commandé des masques tous ensemble pour l'ensemble de la filière, pour des dizaines de milliers, on
a 110 000 personnes dans la filière quand même. On a commandé du gel, les patrons se sont réunis toutes les semaines pour échanger leurs idées sur la façon d'en sortir. Il s'est développé aussi beaucoup de solidarité avec la supply chain et les sous-traitants. C'est vrai, c'est pas vrai que chez nous, mais ça c'est vraiment, je pense, un atout qu'on gardera longtemps. Donc, premièrement, priorité opérationnelle. Deuxièmement, excellent travail avec la DGA pour gérer les priorités au jour le jour et en toute confiance, sans arrière-pensée, ni contractuelle, ni politique, ni quoi que ce soit. Et troisièmement, un énorme effort pour la reprise, avec toutefois dans notre domaine deux difficultés très, très particulières. D'accord. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages que nous allons avoir l'occasion de développer aussi tout le long de la conférence. Jean-Pierre Deveau, quelle est votre appréhension justement de la manière dont, je dirais, les entreprises de type PME ou des sous-traitants, ou que ces entreprises soient aussi en commande directe auprès du client étatique, comment elles vivent cette situation et comment elles s'adaptent? Ouais, moi, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là pour faire état de cette situation-là. Je dirais, moi, je l'ai vécu à la fois au sein de PME industrielles, de start-up, et puis également un point intéressant aussi qui était le volet enseignement. Je suis prof et c'est une autre vision aussi des problématiques qu'on peut rencontrer les industriels. Moi, le premier constat, c'est aussi que finalement, les PME, en tout cas toutes celles avec lesquelles j'ai travaillé, ont vu venir le vendredi le problème. On a passé le vendredi après-midi et une partie du week-end à discuter pour savoir comment on allait s'adapter. Le vendredi, on avait déjà vu une grosse partie des personnels. Et donc, on a eu un dialogue social très important dès le départ avec nos personnels, pour trouver des solutions. Rapidement, compte tenu de toutes les contraintes qui nous tombaient dessus. La première d'entre elles, c'était que les parents, grosso modo, avec des enfants, disparaissaient quasiment du jour au lendemain. Dans une PME, c'est souvent une grosse partie de nos effectifs de bureaux d'études qui sont dans cette situation-là. Bon, il y avait évidemment les personnes à risque qu'il fallait identifier, avec lesquelles il fallait discuter. Donc, je crois que là, en quelques jours, on a su à chaque fois trouver des solutions. Et puis, grosso modo, le lundi, on a trouvé des modes de fonctionnement. Le mardi, c'était parti. On avait trouvé un certain nombre de solutions. Ces solutions, elles nous ont permis, alors si je prends l'exemple d'une PME où je travaille, qui est Boën, elles nous ont permis de maintenir la production pour un certain nombre d'activités. Par contre, effectivement, on a buté très vite sur le problème des bureaux d'études. En général, en fait, et ça c'est le premier constat que je fais, quand on avait de la place, on arrivait à trouver des solutions assez rapidement et à donner confiance aux gens très vite. Et donc, on cassait pas trop le système. Ça a été le cas dans certaines unités de production où on avait de la place, où les gens n'étaient pas forcément en train de s'agglutiner les uns sur les autres. Et donc, du coup, on a pu assez vite démarrer. Par contre, dans les bureaux d'études, là, on est souvent en open space avec des places un peu plus réduites. Là, ça a été compliqué. On a mis beaucoup plus de temps à démarrer et surtout, on s'est retrouvé avec des problématiques de travaux en commun. Je crois qu'avec Guillaume, on a très bien parlé. Là, c'est à une moindre échelle, hein, mais c'est des tests où il faut 2 ou 3 personnes. Où là, ça a été très compliqué. Il a fallu qu'on trouve des solutions. Et donc ça, très clairement, on voit que le problème de la surface a été un des facteurs clés de l'efficacité finalement qu'on conservait dans une entreprise. Dès lors qu'on avait de la surface, il n'y avait pas trop de problèmes. Dès qu'on perdait de la surface, les gestes barrières, les contraintes apparaissaient en plein et mettaient des contraintes très, très importantes. Je crois qu'après, l'autre élément important, c'est la maturité des transformations numériques dans les PME. Il y a des PME qui étaient prêtes, qui fonctionnaient finalement en mode Internet. Celles-là, elles n'ont pas vu passer la crise, et alors même pour certaines d'entre elles, c'est un peu la bonne surprise, pourtant ce sont des PME industrielles, elles ont plutôt bien passé la crise parce que finalement, les gens leur ont commandé par Internet.
Et comme elles avaient la surface derrière pour pouvoir produire, eh ben, aujourd'hui, elles se portent relativement bien parce qu'elles ont pu anticiper. Alors, ce sont des PME qui travaillent essentiellement, alors bizarrement, dans le domaine sportif, mais elles travaillent aussi pour la défense. Hein, et là encore, le fait d'avoir été pleinement numérisé leur a permis de passer sans trop de problèmes. Alors ça, c'est aussi ce que j'ai pu constater, c'est la difficulté pour les PME à rentrer dans le télétravail. Alors évidemment, on a mis tout de suite des solutions. On a trouvé des solutions pas forcément adaptées au départ. En 8 jours, 15 jours, on avait des solutions sécurisées. Mais bon, on voit bien qu'il faudra reprendre le chantier dès que la crise va être terminée ou le gros de la crise va être terminé. Dans la plupart des PME avec lesquels je travaille, c'est un chantier qu'on va reprendre parce qu'on voit bien qu'au-delà de la téléconférence, il nous manque un certain nombre d'outils. On ne peut pas accéder à tous les logiciels. La sécurisation n'est que partielle, donc on ne peut pas tout faire dès lors qu'on travaille pour la défense. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va être un peu bloqué. Et puis, dernier point, Hervé Guillou l'a mentionné aussi, les réceptions. Les réceptions avec nos clients, on manque totalement d'outils. Alors, évidemment, on n'est pas à l'échelle d'un bateau, on est souvent, dans le cas de Bowen, dans des équipements électroniques, mais on manque totalement d'outils pour finalement faire une réception en virtuel avec un client et faire en sorte que ce client accepte un produit, qu'on puisse lui expédier de manière sécurisée au sens sanitaire du terme, et que lui ait confiance finalement dans la réception qui est faite dans les ateliers. Donc ça, je crois qu'il va falloir se repencher sur le problème au sein des PME et trouver avec les grands groupes des méthodes pour faire face à ces situations de crise. On voit qu'il y a des outils, que ces outils, on pourra les mettre en place, mais bon, ça nécessite des méthodes, ça nécessite une certaine confiance et il faudra qu'on reparte, qu'on trouve ces méthodes et qu'on mette en place ces méthodes. Il y a un point, c'est aussi la faiblesse de la robotisation. Alors, là encore, je pense que dans les chantiers navals, on ne le voit pas. Par contre, dans les équipementiers, il y a tout un tas de trucs qui auraient pu être faits de manière robotisée si on avait eu les robots. Et quand je regarde finalement la manière dont l'Allemagne a réussi finalement à maintenir son niveau industriel, c'est peut-être aussi parce que l'Allemagne est largement plus robotisée que la France et que donc dans un certain nombre de cas, la problématique de la présence humaine se posait de manière moins ou différente de celle qu'on a pu avoir chez nous, où on avait tout un tas de processus qui nécessitaient des personnes, la bonne personne au bon moment. Voilà, ça a été une des complications dans les PME, c'est que on pouvait déclencher le processus, on pouvait mettre les processus en route. À un moment donné, il nous manquait la bonne personne. Alors, soit cette personne, elle était en télétravail, soit elle n'était pas disponible, il fallait trouver le temps. Accessoirement, pour les PME, et ça j'en viens maintenant au troisième problème qui était la supply chain. La supply chain, effectivement, on a essayé tout de suite de trouver des solutions avec nos supply chain pour maintenir la production. Parce que bon, même quand on est un petit équipementier, Bowen, c'est 500 fournisseurs qu'il faut gérer. 500 fournisseurs, il fallait que ces fournisseurs ils puissent travailler. Alors, les fournisseurs qui étaient à côté de nous, il n'y a pas eu de problème. Effectivement, on s'est très vite mis d'accord, on a trouvé des solutions, ça a été assez vite. Les fournisseurs qui étaient plus loin ou qui étaient à l'étranger, là, c'est un vrai problème. Il y avait des fournisseurs qui étaient aux États-Unis. Quand ils ont commencé à fermer, ça a été un vrai problème pour avoir des chaînes d'approvisionnement. On avait fait un certain nombre de stocks pour les programmes défense, ça c'est clair. Pour les programmes civils qui étaient un peu plus en flux tendu, là, c'est un peu plus problématique. Donc, clairement, je crois qu'il y a cette problématique qu'il va falloir revoir aussi, de la proximité des supply chains, finalement, du bon niveau des stocks ou du bon niveau des flux qu'il va falloir considérer. Donc ça, je crois qu'on a aussi une réflexion à mener là-dessus, même si globalement, on est quand même arrivé à produire un certain nombre de choses. Alors par contre, effectivement, on a dû se focaliser. Clairement, c'est les programmes défense qui ont été mis en pointe parce que la défense, quelque part, on avait une certitude sur la suite, et ça pourra y revenir, mais quelque part, on sait qu'il faut produire et qu'on aura quelque chose, alors que dans d'autres cas, on a une incertitude quand même sur le volume de commandes qui va être fait derrière.
On va revenir justement sur ce point absolument central lors de la troisième partie de cette conférence. Donc, merci déjà pour ces premiers retours de terrain. Alors, vous avez parlé effectivement de numérisation, robotisation. Donc, ça pose du coup la question, en fait, dans une deuxième partie. D'abord, effectivement, de ces retours d'expérience, des premiers enseignements, et aussi, bien sûr, s'interroger sur les prochaines étapes de la reprise et ensuite de la relance, et surtout les conditions à réunir, et le cas échéant, les éventuels freins. Et dans ce cas de quid, justement, du dialogue DGA-entreprise, lié au dispositif, par exemple, mis en place par l'État, quel retour sur ces actions engagées, quid aussi, dans le cadre de cette reprise, du dialogue maître d'œuvre, industriel, sous-traitant, et également dialogue aussi avec les partenaires sociaux. Plus généralement, en fait, le cas échéant, en révélant certaines difficultés liées à la continuité de la production, est-ce que cette crise, en tout cas, est-ce qu'elle engage une réflexion, alors vous en avez déjà un petit peu parlé, sur de futures adaptations des organisations industrielles et des pratiques. Donc là, on est plus sur l'adaptation interne. On parlera plus tard des restructurations, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une réflexion sur de futures adaptations? On peut aussi se poser un certain nombre de questions par rapport aux autres secteurs économiques. L'industrie de défense repose-t-elle sur des fondamentaux, en fait, lui permettant de mieux réagir, s'adapter à une situation de crise sanitaire? Et là aussi, peut-être une interrogation sur le caractère stratégique essentiel de l'industrie de défense dans le cadre d'une crise sanitaire. Hervé Guillou, votre appréhension de ces problématiques. Il faudrait que vous branchiez votre micro. On ne vous entend pas. Voilà, merci. Je vais commencer par la fin. Oui. Moi, le premier enseignement que je trouve dans cette crise, c'est la résilience absolument exceptionnelle de la BTID française, résultat de décennies, si ce n'est de siècles, de politique souveraine en matière de défense de la France, encore renforcée avec l'arrivée du général de Gaulle et de la dissuasion, mais l'industrie de défense a montré une résilience absolument exceptionnelle, y compris dans le secteur de la santé. J'en veux pour preuve, finalement, le seul organisme qui a été capable de qualifier des masques en une semaine, si ce n'est 10 jours, ça s'appelle la DGA. Et le seul système qui a fonctionné pour qualifier techniquement, pour donner des directives techniques sur le matériel de santé, ça a été la DGA et la pharmacie aux armées. Donc, la première leçon que moi je tire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce sort de triptyque qui est organisé au sein de la défense avec les états-majors d'un côté, utilisateurs, les gens de la DGA qui défendent finalement la position industrielle et la position de long terme et l'industrie, est un triptyque qui a, je trouve, extrêmement bien fonctionné et qui, j'espère, va servir de modèle à beaucoup d'autres domaines de souveraineté. Après, quand on parle de la résilience de chacune des branches, elle est évidemment assez variable. Elle a été très très forte dans le naval, puisque sur le naval, on a finalement énormément de valeur ajoutée qui est restée en France et en Europe, très très peu en dehors d'Europe. Nous sommes très très peu dépendants de ce qui est hors d'Europe. On dépend des Italiens, des Allemands, un peu des Anglais, un peu des Norvégiens. Et en moyenne, nous n'avons pas quasiment de composants ITAR, très peu de dépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est beaucoup moins vrai des entreprises de défense plus duales, comme notamment l'aéronautique, qui a une beaucoup plus grande dispersion de sa supply chain, poussée par les gains de productivité exigés par les volumes du secteur civil et par la concurrence américaine, et qui les a rendus
pense, beaucoup plus vulnérables en termes de dépendance extra-européenne, en tout cas, que le domaine du naval. Je connais moins le secteur terrestre, mais Jean-Pierre Deveau est un grand expert. Il aura sûrement plus d'avis que moi sur le sujet. Donc, première leçon, le modèle avec une DGA forte qui défend le long terme, qui défend la politique technologique et qui défend la politique industrielle, séparée des opérationnels et avec un triptyque qu'on appelle le trilogue avec l'industrie, ça marche. Et c'est ce qui n'existe pas ailleurs. Et vous remarquerez que les endroits qui ne fonctionnent pas, c'est les endroits où ce sont les opérationnels qui dirigent aussi les affaires de long terme. Et du coup, on sacrifie toujours le long terme. C'est vrai dans les entreprises, c'est évidemment vrai dans les agences de santé, c'est aussi vrai dans la police. Quand il faut investir dans la technologie, ben on choisit toujours d'embaucher plus de policiers. Voilà. Et c'est cet équilibre, en fait, qui, je trouve, est relativement exemplaire et qu'on peut prolonger. Je dirais que le deuxième sujet de la reprise, on parlera de la relance, je crois, dans une troisième partie tout à l'heure. Le deuxième sujet de la reprise, et Jean-Pierre l'a souligné, ça a été l'importance du dialogue social. Les boîtes qui ont pu fonctionner sont celles qui avaient un dialogue social préexistant. Je dis toujours qu'on a les partenaires sociaux qu'on mérite et que les partenaires sociaux ont les patrons qui méritent. Mais c'est encore plus vrai dans ces temps de crise. Et les boîtes qui ont vite redémarré sont celles où, je crois que Jean-Pierre a utilisé le mot, où la confiance existe entre les partenaires sociaux et la direction de l'entreprise, et entre les personnels et les partenaires sociaux et la direction de l'entreprise. Les endroits où cette confiance n'existait pas ont été durablement arrêtés, en particulier parce que, une fois qu'il n'y a pas cette solidarité sur l'affection sociétatis, on rentre dans des enjeux de politique nationale. C'est ce qu'a arrêté Toulon, c'est ce qu'a arrêté Saint-Nazaire, c'est ce qu'a arrêté Renault à Sandeville. Et là, évidemment, c'est extrêmement difficile de redémarrer. Donc, je dirais que la deuxième leçon, c'est oui, il faut continuer à investir dans le dialogue social. La troisième leçon, c'est quand même la question de la réactivité. Et on a très bien vu la différence de réactivité là entre les très petites boîtes et les très grosses. Notamment dans la remontée. Enfin, tout le monde s'est arrêté quasiment 15 jours, hein, je dirais, pratiquement. Et puis après, on a vu les boîtes de plus petite taille redémarrer quand même beaucoup plus vite que les grosses sociétés. Bon, c'est pas complètement anormal, mais ça fait quand même réfléchir sur les modèles de fonctionnement des entreprises, mais aussi sur les modèles de fonctionnement de l'administration. J'évoquais tout à l'heure sur la réactivité la vitesse à laquelle la DGA a qualifié des masques. Il a fallu ensuite 6 semaines pour qu'ils soient autorisés. J'évoquais la réactivité dans le dialogue social. Il a fallu moins de 3 semaines avec l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui couvre à peu près toutes les industries de défense. Éric Trappier et moi-même sommes au bureau pour fixer les règles de fonctionnement avec des fiches métiers. On a diffusé 40 fiches métiers, on a diffusé un accord syndical. Ensuite, il a fallu pratiquement 5 semaines pour que cet accord soit notifié par le ministère du Travail. Donc là, on a encore des soucis de réactivité. Et puis, le dernier sujet que j'ai évoqué, qui est lui toujours extrêmement bloquant, c'est les capacités à déléguer les décisions en matière de circulation du personnel. Moi, j'observe que mes collègues allemands, mes collègues hollandais, mes collègues roumains, mes collègues polonais, eux, ils ne sont pas arrêtés. Ils ont des systèmes de décision locaux dans les landers. Et ils ont réussi à s'adapter et à faire circuler le personnel finalement avec des délégations données aux gouvernements locaux, aux responsables administratifs locaux. On a eu quand même énormément de mal à faire ça en France. Et je pense que ça aussi, c'est une
des voies de réflexion pour l'avenir. Merci, merci à vous. Jean-Pierre Devaux, sur ces mêmes problématiques, votre Je crois que sur la reprise, on va jouer beaucoup sur la confiance, beaucoup aussi sur les relations, que ce soit en interne. Ça, très clairement, on l'a vu sur la semaine qui vient de s'écouler, où on a ramené un certain nombre de gens dans les entreprises. Bon, ça s'est bien passé parce qu'il y avait de la confiance, parce que les gens dialoguaient entre eux et que finalement, je vais dire, on étend la cabane de la maison à l'entreprise, parce que les gens arrivent dans une bulle, repartent dans une autre bulle pour laquelle ils ont confiance. Ce qui est plus inquiétant, c'est un peu la méfiance vis-à-vis des bulles extérieures qu'on ne maîtrise pas. Ça, on sent que là, il y a une certaine réticence et qu'il faudra gérer. C'est pas simple, et ce problème de confiance, il va être général. Il va falloir donner quelque part aux gens des garanties qu'il n'y a pas de problème, même quand ils vont à l'extérieur, même quand ils vont partir en voyage. Donc bon, ça va être lent, mais finalement l'expérience a l'air de montrer que ça se passe assez bien et que les gens reprennent normalement. Après, derrière, dans la reprise, ce qui nous préoccupe, et c'est un peu ce qu'a dit aussi dans la première partie Hervé Guillou, c'est les facturations. C'est finalement, on a souvent des carnets de commandes qui étaient relativement bien remplis, ou bien remplis. Mais voilà, maintenant, il faut passer à l'étape suivante, livrer, refaire partir la chaîne, et surtout refaire partir la chaîne financière, qui est un vrai souci pour les PME. C'est un vrai souci parce que les aides de l'État, on les a prises, elles nous ont permis de passer la trésorerie dans une période difficile où on n'avait pas de ressources, où on essayait de payer nos personnels, de maintenir l'activité, mais on voit bien que la crise de trésorerie, elle n'est pas terminée, elle arrive en fait. Elle arrive, et elle arrive parce qu'il va falloir qu'on ait rapidement des paiements de factures ou des choses de ce type-là. Là, on sent bien qu'il va falloir établir un dialogue très très vite avec nos grands maîtres d'œuvre, de telle manière à pouvoir effectivement accélérer ou faire en sorte que ces paiements arrivent, avec peut-être des solutions innovantes à trouver, peut-être des paiements, mais des retenues sur garantie ou des choses comme ça qui permettent de maintenir un certain nombre de garanties. Il va falloir trouver des solutions, en tout cas, qui permettent à l'argent d'arriver dans les PME rapidement, pour éviter quand même de se retrouver dans une situation où des PME qui ont un carnet de commandes rempli se retrouvent dans des crises de trésorerie simplement parce que la facturation n'arrive pas ou que les paiements n'arrivent pas. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment tous focalisés là-dessus, sachant que les discussions précontractuelles avec la supply chain d'une manière générale ont continué. Ça fait partie des gens qui n'ont pas arrêté de travailler. Ça a été très rapide, ça a basculé très rapidement. Nos commerciaux ou nos acheteurs ont systématiquement travaillé avec la supply chain de telle manière à continuer. Ce qui manque maintenant, c'est les commandes. On le voit bien, on a passé un certain nombre de commandes, mais on n'a pas tout passé, et on attendait des commandes, on ne les a pas eues. Là, maintenant, il faut accélérer le processus, il faut re-remplir le carnet de commandes, parce qu'on sent bien que c'est là-dessus que ça va jouer. On peut ramener les gens au travail, on peut remettre les chaînes de fabrication en ligne. Si les commandes n'arrivent pas, voilà. Alors ça, c'est l'intérêt quand même de travailler dans la défense, c'est que souvent dans la défense, on a une visibilité de long terme. C'est moins le cas pour d'autres secteurs où le carnet de commandes, il est grosso modo limité à 2-3 mois. Et quand on regarde, 2-3 mois, là, on y est. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de commande, ces gens-là, ils ne savent pas trop ce qui va se passer au mois de juin ou au mois de juillet. Donc, encore une fois, dans le cas de l'intérêt pour une PME d'avoir des contrats défense, c'est souvent que la visibilité, elle est bien plus longue. Elle est de 1 an, 2 ans, et quand on a la chance d'être sur des programmes, quelquefois bien plus. Et donc, ça aussi, c'est un élément clé de l'industrie de défense qui fait aussi sa résilience, c'est cette visibilité qui donne confiance aux banquiers, hein, clairement. Hein. Quand on est une PME, qu'on va voir un banquier avec un backlog dans la défense, le banquier regarde ça un peu différemment d'un backlog de l'automobile ou d'un backlog de l'électronique. Après, sur la dépendance, effectivement, à l'extérieur, clairement, l'électronique, les entreprises électroniques où je travaille ont des problématiques de dépendance forte à l'extérieur. On manque de composants européens.
clairement, de bon niveau. Donc on est obligé d'aller les chercher aux États-Unis. La plupart du temps, quand on travaille pour la défense, ça pose un certain nombre de problèmes. Et là, en l'occurrence, il y a des chaînes qui se sont arrêtées, faute de composants, même si les Américains ont continué à livrer quand même, ont continué à livrer. Mais ceci étant, il faudra se reposer la question de notre dépendance, effectivement, à l'extérieur, sur des sujets critiques, et surtout sur des lignes de fabrication qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain sur une crise, quelle que soit finalement la nature de cette crise. D'accord, merci pour ces éléments. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de discours, en tout cas, il y a une saturation de discours avec concepts d'autonomie et d'indépendance, et on voit bien que cette crise sanitaire, en fait, a mis clairement en lumière un certain nombre de conditions concrètes pour atteindre cette autonomie et cette dépendance. Donc ça, c'est aussi, je dirais, un enseignement aussi de cette crise sanitaire. Alors, on a déjà abordé la perspective court-moyen terme dans le cadre des 2 premières parties de cette conférence. Pour cette dernière séquence, l'idée, là, c'est de penser en termes de relance et aussi s'interroger sur les restructurations. Et est-ce que, en fait, cette crise sanitaire est-elle un accélérateur, un catalyseur, en fait, des restructurations industrielles? Quel est l'impact potentiel à terme sur le maintien des compétences? Alors, on a déjà parlé d'un certain nombre de points de fragilité, mais en tout cas, est-ce qu'elle a révélé de nouveaux points de fragilité dans la supply chain notamment, mais pas que? Et puis, voilà, plus généralement, on l'a un petit peu ressenti déjà dans vos éclairages, les entreprises spécialisées défense s'avèrent-elles moins exposées que les entreprises aux activités duales, notamment les entreprises à dominante civile, qui sont fortement impactées en fait par la chute de la demande. Et puis, s'interroger plus généralement donc, sur le fait que cette crise accélère ou pas les restructurations industrielles, à la fois au niveau national, donc plutôt à travers la supply chain, et le cas échéant aussi sur un périmètre européen. Hervé Guillou, je vous passe la parole sur ces questions. N'oubliez pas de brancher votre micro. Je vais commencer par la nécessité de la relance. L'erreur à ne pas faire serait de croire que parce que nous sommes des industries de défense, il n'y aurait pas besoin de plan de relance. Je rappelle que, quelle que soit l'industrie de défense et le secteur dont on parle, aucun d'entre nous, je dis bien aucun, ne peut survivre, ni en termes de maintien des compétences, même les plus souveraines, ni en termes de productivité, c'est-à-dire délivrer aux armées, les navires ou les équipements au prix où elles peuvent se le payer et pas au prix où on rêverait de leur produire, si on était seul au monde, sans avoir au moins 50% de volume à l'export. Et il faut bien voir que dans toutes nos industries, évidemment, maintenant, une grosse partie des volumes export, et en tout cas du carnet de commandes à venir, est remis en question. Donc, nous allons, au-delà de la reprise des programmes de défense franco-français, même avec une bonne reprise des programmes franco-français, nous n'allons traiter que 50% de notre problème. Et pour rester compétitif sur un marché mondial dans lequel finalement les Chinois ont redémarré avant nous, les Russes ne se sont pas arrêtés, les Allemands ne se sont pas arrêtés, les Hollandais ne se sont pas arrêtés, il va falloir restaurer extrêmement vite notre compétitivité et maintenir nos compétences, et c'est ça les 2 premiers sujets, pour rester dans la course et pas perdre pour toujours des parts de marché lors de la résurgence de cette crise. Il ne faut pas s'auto-satisfaire d'avoir traité nos petits problèmes avec la DGA, ça ne va pas suffire.
Et d'ailleurs, la DGA DDI, c'est-à-dire sa division internationale, Thierry Carlier, nous aide énormément à essayer de maintenir un flux avec les partenaires, un flux de dialogue avec les partenaires étrangers. Donc, le premier sujet pour notre industrie, c'est la relance par les commandes. La relance par les commandes, c'est une fois qu'on a dit qu'il ne fallait pas interrompre le flux des commandes de la LPM, et là-dessus, je compte sur la volonté de notre ministre et de la DGA, qui ont jusqu'ici tenu parole et fait des déclarations extrêmement explicites. Il faut probablement voir aussi comment accélérer un certain nombre de flux prévisibles de la LPM pour combler les trous immédiats du carnet de commandes des entreprises françaises. Je prends un exemple, on était tout proche de signer avec la Grèce 2 frégates qui s'intercalent entre les frégates françaises à l'Orient. Qu'allons-nous faire, Quash, un sujet tout à fait équivalent. Piriou, même problème, on a tous les mêmes sujets. Donc, premier sujet, la relance par les commandes publiques. Deuxième sujet, relance de la commande export. Et ça va supposer, soit pour les entreprises duales, des soutiens en crédit acheteur, crédit vendeur, pour les acheteurs privés. Je pense par exemple au chantier Atlantique, dont on a besoin aussi pour les programmes militaires. Il va falloir trouver des facilités de trésorerie considérables pour les croisiéristes. Je pense au crédit protocole pour un certain nombre de pays étrangers qui vont se retrouver en crise de trésorerie, et ainsi de suite. Donc, la première relance essentielle, c'est la relance par la demande. C'est vrai du ministère de la Défense, enfin des armées, pardon. C'est vrai aussi de la commande publique en matière de sécurité maritime. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. C'est vrai de soutien des clients, qu'ils soient armateurs privés, qu'ils soient croisiéristes, qu'ils soient gouvernements étrangers, qu'il va falloir aider pour garder à son niveau la BITD française. Donc, je dirais que ça, c'est notre premier sujet de préoccupation. Le deuxième sujet, c'est quand même la question de la relance par l'offre. Il est clair que le monde d'avant et le monde d'après ne seront plus mêmes. Et pendant toute cette phase de transition, je pense que les autres pays vont en profiter eux aussi pour renouveler leur offre. Et donc, il va falloir éviter l'erreur qu'on avait faite au début des années 90, au moment des dividendes de la paix, où on a privilégié le volume au contenu. La France, je vous rappelle, en 90, était le premier pays européen, voire mondial, en matière de drones. On a tout arrêté. Et on s'est réveillé avec très mal au crâne au début des années 2000, en découvrant que finalement, les Américains et les Israéliens avaient préempté la totalité du marché, et on n'a toujours pas rattrapé notre retard, et on va avoir perdu presque un demi-siècle dans le domaine des drones. Et donc, il ne faut pas rater ce tournant de l'offre. Il va y avoir une demande sociétale considérable pour transformer l'offre, plus autonome, plus digitale, plus green, plus écologique. Et donc, un deuxième gros travail d'investissement et de co-investissement avec les États, mais aussi avec la communauté européenne, pour arriver à relancer une offre. Et c'est là, à mon avis, le meilleur vecteur de la relocalisation. Moi, je crois assez peu qu'on va transférer des usines qui sont à Shanghai, à Châteauroux. Par contre, recréer une nouvelle offre différenciante sur notre sol, plus technologique, plus moderne, ça c'est facile. Enfin, c'est pas facile, c'est possible en tout cas. Ouais. Et c'est beaucoup plus possible que de se remettre à transformer les usines de t-shirts en France par rapport à ce qu'on fait à Taïwan. Donc, parce que de toute façon, on sera dans une dynamique de marché mondial, quoi qu'il arrive. On ne peut pas survivre sur notre marché domestique, donc il faut rester compétitif. Donc, le moyen, de notre point de vue, le plus efficace de relocaliser
et de regagner de la souveraineté industrielle dans nos affaires de défense, mais aussi plus généralement dans les affaires de souveraineté nationale, c'est de transformer l'offre en recréant une offre sur notre territoire ou sur le territoire de nos voisins de confiance, parce que la France ne suffira sûrement pas à faire ça toute seule, pour transformer l'offre. Là, ça suppose un troisième point, qui est un véritable retour de la politique industrielle, qui a toujours existé dans le monde de la défense, mais qui a quand même largement disparu en dehors du ministère des Armées et du ministère de la Défense, depuis l'époque de M. Madelin, ça vient d'il y a très très longtemps, donc je n'accuse aucun des responsables présents, mais c'est sûr qu'il va falloir remettre des visions long terme, des visions non exclusivement financières dans les organismes financiers publics. Je pense à la BPI, je pense au SGPI, je pense à l'ADEME, et qu'on arrive à construire des politiques industrielles de long terme. La compétence de sous-marin, on a mis un siècle à la construire. La compétence nucléaire, on a mis 40 ans à la construire. Donc il faut vraiment une politique de long terme, accompagnée par une politique d'achat public. C'est pas la peine de dire qu'il faut construire des masques, de produire des masques en France, si évidemment au premier appel d'offres, les acheteurs publics expliquent qu'ils ne peuvent pas tolérer de payer 5 centimes de plus un masque produit en France qu'un masque produit au Portugal ou au Vietnam. Donc la politique d'achat public, ça va avec. Et puis dans cette politique industrielle, ça veut dire aussi de trouver les voies et moyens. Il y a des secteurs qui ont réussi, comme l'espace par exemple, pour faire en sorte que l'offre locale, alors je ne parle pas forcément du canton, ni même du département, mais peut-être du pays, ou en partie du pays un peu élargi. Vous connaissez le sujet des 3 cercles dans les cercles de souveraineté de la défense, que l'offre locale bénéficie de véritables plus dans l'évaluation des différentes offres. Ça peut être des bilans carbone qui prennent en compte les transports, ça peut être des outils normatifs, ça peut être des outils de politique d'emploi, ça peut être des outils de souveraineté en matière de maîtrise technologique. Vous savez qu'on a bagarré pendant 3 ans à Bruxelles sur le DIDP et sur le Fonds commun de défense, sur la liberté d'usage et la liberté à l'export d'ailleurs de la propriété intellectuelle qu'on générait. Donc il y a différents domaines finalement qu'on peut inscrire dans les achats publics pour arriver à relocaliser une partie de l'activité. Le dernier point, je dirais, qui me paraît fondamental de la souveraineté, c'est la question des compétences. Trop longtemps, et c'est particulièrement vrai dans la construction navale qui a été en crise pendant 40 ans, quasiment. On a fait des plans sociaux depuis le milieu des années 80. On a fermé Dunkerque, on a fermé la Seine, on a fermé la Ciotat, on a fermé Bordeaux, on a fermé Nantes, on a fermé la moitié de Saint-Nazaire, on a fermé un tiers des établissements de Naval Group, qui est passé de 35 000 personnes à 12 000. Donc on a passé 30-40 ans à se restructurer. Et donc on a eu finalement la double peine. La première peine, c'était le manque d'attractivité des métiers industriels en France. Rappelez-vous, les sociétés sans usine, les questions du temps de travail et de la dévalorisation finalement du travail dans l'opinion publique, de la détérioration de l'image des industriels chez les jeunes, qui étaient présentés comme Zola ou pénibles, pas d'avenir, et ainsi de suite, plus le sujet de la construction navale. Nous ne redeviendrons souverains que le jour où on aura certes des ingénieurs, des PhD, des brillants universitaires, mais où on aura aussi des techniciens et des ouvriers. C'est ça que nous avons, nous, en France, oublié. J'ai passé personnellement 11 ans en Allemagne. Je peux vous dire que c'est très, très différent en Allemagne. Et qu'en Allemagne, on a très bien compris que la haute technologie,
ça supposait d'investir, certes, dans les laboratoires du CNRS et chez les PhD et les ingénieurs surdiplômés des entreprises françaises, mais aussi d'avoir des techniciens et des ouvriers qui sachent mettre en œuvre ces technologies. Et je pense que le principal gain de souveraineté et de valeur ajoutée, on y gagnera sur les deux tableaux, sur la résilience et sur l'économie nationale, c'est la formation professionnelle. C'est ce que nous faisons avec le navire des métiers, d'essayer de restaurer l'attractivité des métiers industriels, de requalifier le système de formation professionnelle pour l'aligner avec les besoins des entreprises et pas avec la liberté pédagogique voulue pour les uns ou pour les autres, et puis d'investir aussi dans des formations sur les technologies que aucun centre de formation pris indépendamment ne peut se payer tout seul. Comment voulez-vous faire un centre de formation à la CAO 3D dans un collège? Il faut plusieurs millions, c'est des outils très complexes, la mécatronique c'est très compliqué, donc il faut arriver à mutualiser l'investissement dans la formation professionnelle. Et ce point dans le plan de relance est un point sur lequel on a énormément insisté. On va avoir une année blanche quasiment en matière d'alternance, puisque les jeunes élèves n'ont pas trouvé d'entreprise pour les embaucher et tout ça. Donc, dans notre plan de relance, nous avons parlé de la relance par les commandes, nous avons parlé donc de la transformation de l'offre, mais on a beaucoup aussi parlé de la formation professionnelle et de la nécessité absolue de maintenir le système de formation professionnelle et de maintenir un flux d'arrivée des jeunes qui permettent de repartir. Enfin, et pour terminer ce trop long paragraphe, sur les restructurations, je dirais qu'il y a deux façons de les voir, les questions défensives et les questions offensives. Sur les questions défensives, il va falloir être effectivement extrêmement vigilant. Parce que je vous l'ai dit, les étrangers sont repartis avant nous. Les Chinois sont premiers mondiaux, les Russes deuxièmes mondiaux. Ils sont solides, ils ont démarré vite, et ils vont évidemment être à l'affût de toutes les sociétés en difficulté. Et donc, il va falloir se doter, et c'est notre proposition, d'un CFIUS, Committee of Foreign Investment in US, en France et en Europe, qui soit autrement plus solide que les dispositifs qu'on a aujourd'hui. En matière offensive, il est parfaitement clair qu'on n'organisera pas la relocalisation et la résilience uniquement à l'échelle française ni à l'échelle européenne. Et pour arriver à la faire, il va falloir trouver les masses critiques et les écosystèmes suffisamment larges pour arriver à les financer et les entretenir. Et c'est en cela que nous plaidons pour une révision immédiate des règles antitrust qui aujourd'hui permettent aux Chinois de fusionner le numéro 1 et le numéro 2 mondial, CSCC et CSIC, ce qu'ils ont fait au mois de septembre, aux Coréens de fusionner Hyundai et Daewoo, aux Russes d'avoir un seul acteur et qui continuent de se demander si on a le droit de rapprocher Saint-Nazaire et Fincantieri ou deux acteurs européens dans la défense. Et ça, c'est un problème absolument dramatique, qui est que si nous ne retrouvons pas, par les effets de volume, une partie de notre compétitivité sur le marché mondial, les commandes nationales, ça ne suffira pas. J'en ai déjà parlé, il nous faut 50% minimum de volume à l'extérieur. Et pour ça, on a vraiment besoin d'une consolidation industrielle européenne. Merci pour ces éléments. Peut-être qu'on reviendra encore sur la consolidation européenne après l'intervention de Jean-Pierre Devaux. Jean-Pierre Devaux, concernant plus donc la supply chain, les effets sur effectivement les entreprises de type ETI, PME et du coup les conséquences en termes de restructuration et du coût de maintien de compétences. Vous avez oublié de brancher votre micro. Voilà. Sur les restructurations, merci. Je pense qu'il faut effectivement, il y a à la fois du défensif et de l'offensif. Du défensif, même quand on est une PME, on regarde quand même de près ce qui se passe au-dessus et en dessous. Et
bon, il faudra qu'on soit capable de donner un certain nombre d'alertes. Boen a racheté des sociétés qui, très clairement, que la DGA lui avait désignées comme étant aujourd'hui cible d'étrangers, pour justement faire face à ça. On a besoin, donc pour générer des opportunités, on va avoir besoin en fait de ce tissu d'alerte qui permet aussi quelque part de trouver des solutions intelligentes. Alors pas forcément pour les grosses sociétés, mais pour les petites sociétés qui sont critiques, ça peut être important d'avoir un réseau d'alerte qui va dire à un certain nombre de chefs d'entreprise dont on sait qu'ils ont finalement la capacité à avoir une vision industrielle, de bâtir des choses avec finalement des outils dont ils ont l'habitude. Donc d'avoir ce réseau d'alerte qui permet de dire bon voilà, un tel est attaqué, est-ce que on peut ensemble, BPI, maître d'œuvre industriel, trouver une solution pour que finalement on puisse trouver des solutions à l'échelle de PME, regroupement de PME, extension, des choses de cet ordre-là. Ça existait avant la crise. Là, il va falloir qu'on soit extrêmement attentif. Effectivement, il y a des stratégies qui vont se mettre en place au niveau des PME pour essayer de poursuivre ce qu'on poursuivait avant la crise, c'est-à-dire essayer de trouver une taille critique intéressante tout en conservant le maximum de flexibilité. Ça, c'est important parce que finalement, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans des énormes choses où on perd la flexibilité. Donc, il faut qu'on essaye de trouver un peu cette flexibilité, probablement au sein d'assemblages de PME qui ont la masse critique sur le plan financier, sur le plan des contrats, sur le plan d'un certain nombre de choses, mais qui gardent leur flexibilité au niveau des usines et au niveau des bureaux d'études, tout en étant optimisables et donc capables d'être compétitifs, d'être très compétitifs. Donc ça, on sentait la tendance avant, je pense qu'on va poursuivre cette tendance. C'est quelque chose qui intéressait la BPI aussi, donc on va rediscuter, je pense, d'opportunités avec la BPI pour voir comment faire, comment trouver ces situations-là. Clairement, l'un des problèmes qu'on va rencontrer au niveau des PME, c'est qu'on avait amorcé, en lien avec les maîtres d'œuvre industriels, mais en lien aussi avec la DGA, en lien avec d'autres acteurs, une responsabilisation. Enfin, on sortait un peu les PME de la pure sous-traitance. C'est-à-dire qu'on leur faisait bâtir leur ligne de produits. Ça, c'est tout l'enjeu des rapides, des FUI, de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Il ne faut quand même pas oublier que ces rapides, ces FUI, ils étaient autofinancés quelque part, que là, on va se retrouver dans une situation un peu catastrophique dans laquelle l'autofinancement va être quand même quelque part compliqué à trouver dans les 2 ou 3 prochaines années. Ceci étant, la rapidité avec laquelle l'argent nous arrivait permettait assez rapidement finalement de mettre en place des stratégies de R&D pour finalement répondre aux grands groupes, répondre aux enjeux qu'on voyait poindre, fournir de l'innovation. Ça, il va falloir que probablement on se repose la question de savoir comment faire en sorte que une partie de l'argent de la R&D arrive très vite dans les PME pour maintenir cette dynamique. Parce que, encore une fois, ça va être compliqué de maintenir la dynamique s'il n'y a pas d'autofinancement. Que ce soit les rapides, même un bon rapide bien négocié avec la DGA, il y a quand même 30% d'autofinancement. Entre 20 et 30%. Et ça, bon, soyons honnêtes, ça, c'est ce qui est déclaré. À côté, on en fait toujours un peu plus. Les FUI, c'est plutôt 50%. L'Europe, ça va traîner entre 50 et 60% dans la plupart des cas. Donc, clairement, oui, on va en avoir besoin, mais attention, là, il va y avoir un effet qu'il va falloir prendre en compte. Sur l'évolution qu'a signalé Hervé Guillou sur les programmes futurs, oui, il faut absolument penser à rénover l'offre. Ça, je pense que c'est indispensable. Moi, il y a une chose qui m'a frappé ces derniers jours, c'est de voir la Chine proposer un turboréacteur ionique. Autrement dit, la Chine n'envisage pas de faire un Navic Neo, elle part directement sur la suite et elle l'affiche. Alors, c'est sûrement très lointain, mais c'est une ambition affichée. C'est une ambition affichée, donc les autres ne vont pas nous attendre. Les autres ne vont pas nous attendre, ils ont bien compris qu'il y avait des problèmes, et on voit bien que la Chine ne se pose même pas la question de la dette,
elle investit. Et elle investit massivement, à la fois dans cette technologie et dans l'achat de sociétés, parce que, encore une fois, la question de la dette ne se pose pas pour les Chinois. Je crois qu'Hervé Guillou signalait la problématique de, finalement, est-ce qu'on a des problématiques de compétition au sein de l'Europe. Les Chinois ou les Russes ou les Américains vont arriver avec des montants financiers inimaginables en Europe. Et si on commence à ne pas faire face à ces montants financiers, on va évidemment se faire piller. Enfin, quand vous résistez face à un BlackRock ou face à un Chinois, il est clair qu'on ne pourra pas se contenter que 50 millions d'euros par an dans un domaine. Il va falloir envisager des moyens autrement plus importants. Donc, après, sur les compétences, oui, je pense que c'est un vrai sujet. Dans les PME, on avait des difficultés, énormément de difficultés à trouver un certain nombre de compétences. Et comme l'a très bien dit Hervé Guillou, c'est pas seulement une problématique d'ingénieurs ou d'ingénieurs. Hein. Les ingénieurs, on se connaît, mais c'est aussi des câbleurs. Moi, je suis dans l'électronique. Les câbleurs, c'est un vrai souci. On n'arrive pas à en trouver. Je sais que dans d'autres domaines, c'est des soudeurs. Donc, il va falloir qu'on remette effectivement quelque part à l'honneur des métiers qui sont des métiers essentiels pour notre autonomie, essentiels pour la production, parce que ce sont souvent des métiers qu'on a du mal à automatiser et pour lesquels on aura du mal à trouver des solutions d'automatisation. C'est des métiers de savoir-faire et on voit bien que ces métiers-là, il va falloir les alimenter si on veut effectivement produire des solutions industrielles. Ce problème, il est français, mais il est général. Hein. Le problème des câbleurs, moi j'ai pu en discuter avec des Italiens ou des Espagnols, ils ont le même problème. Il y a une partie qui finalement est partie de chez nous aussi parce qu'on manquait de ressources et que finalement, faute de ressources, on n'a pas été capable de maintenir l'industrie ou des éléments clés de cette industrie chez nous. Et ça, il faut qu'on y soit attentif à l'avenir et que effectivement, on recommence à donner du goût à nos jeunes, à l'entreprise et y compris dans son aspect production, parce que finalement, il y a des métiers absolument extraordinaires en production et des gens qui font des choses absolument superbes. Alors, sur la restructuration, travaillant pour des PME depuis 5 ans, je vois aussi tout l'apport qu'a le tissu PME. Il faut effectivement réfléchir à garder un maximum de flexibilité dans le tissu PME. On va être très attentif côté PME, évidemment, à garder un peu cette flexibilité, mais aussi garder les productions. Je crois qu'il y a une grosse crainte aujourd'hui dans les PME, c'est de voir les grands groupes rapatrier de la production. Rapatrier de la production parce que pour eux, ça va être compliqué de licencier, ça va être compliqué de nourrir un certain nombre de secteurs. Il va falloir effectivement qu'on travaille avec les grands groupes, avec les maîtres d'œuvre industriels pour maintenir finalement un statu quo de partage entre les PME d'un côté, leurs ateliers de l'autre côté, quand ils veulent les conserver au moins sur des éléments de production identiques à ce qui se fait dans les PME, de telle manière à pouvoir effectivement, in fine, lorsque ça va redémarrer, avoir le tissu industriel qui permettra la croissance. Parce que le risque, il est là, c'est que si ça redémarre, plus vite que prévu, il faudra de toute façon retrouver les mêmes réflexes que ceux qu'on avait avant la crise, travailler pour améliorer la capacité du tissu industriel à encaisser la croissance. Alors, c'est plus forcément d'actualité sur l'aéronautique, mais c'était bien l'un des sujets qu'il y avait dans l'aéronautique et qui faisait que on travaillait avec les maîtres d'œuvre industriels pour assurer cette montée de croissance, maintenir un certain nombre de compétences, entretenir les compétences, améliorer les processus de qualité, tout ça, il faut que ça continue au sein des clusters. Je pense que la défense peut être un bon vecteur pour justement favoriser finalement cette structuration du tissu industriel et faire en sorte qu'il y ait un travail qui se poursuive pour que finalement les PME soient capables de mieux servir les maîtres d'œuvre industriels de manière plus flexible, de manière plus aussi efficace sur le plan économique et surtout de manière plus efficace également en termes de produits qu'on leur apporte et de manière dont on peut envisager les produits futurs avec les maîtres d'œuvre industriels.
Merci pour ces éclairages. Si vous avez un petit quart d'heure de plus, on a un petit peu dépassé 18 heures, mais il est clair que les sujets sont éminemment complexes et majeurs et diverses. Je vais peut-être du coup rassembler quelques questions, parce qu'on a eu pas mal de questions là, des participants. Merci à eux. Alors, à la fois des questions qui concernent, beaucoup de questions qui concernent effectivement la supply chain. Alors, je vais vous donner quelques questions à la suite. Par exemple, comment choisir les PME de la BITDA à sauver en priorité? Qui participe au choix? Quels critères? Quels outils financiers? Quels outils ou incitations structurelles? De manière générale, quelle est votre analyse de la fragilité de la supply chain? Alors, on reparle beaucoup de la segmentation PME grand groupe, quid des ETI? C'est vrai que les ETI demeurent souvent absentes des analyses. Donc, quelle place particulière voyez-vous jouer les ETI dans cette période de reprise? Et les voyez-vous notamment jouer un rôle dans les actions de consolidation nécessaires qui ont été évoquées? Là, on a plus une remarque concernant CNIM. Donc, tout va très vite en période de crise, confronté à la défaillance d'un de ses partenaires anglais en ingénierie civile. CNIM, donc une ETI à 1 milliard de CA, se voit contraint de chercher un ou des repreneurs pour permettre l'adossement ou la cession de ses activités à des tiers à même de valoriser au mieux ses actifs. Et les Chinois, enfin en tout cas le participant souligne que les Chinois sont sur les rangs, ce qui bien sûr est un danger pour Bertin Technologies. Donc, qu'est-ce que vous pourriez peut-être réagir à ces éléments? Et du coup, j'en profite pour aussi poser la question qui concerne plus là, le niveau des MOI. C'est un peu avoir votre appréhension, Hervé Guillou, de ce qui se passe outre-Rhin concernant les évolutions entre l'URSSERN, GNY. Et puis, le cas échéant, les discussions Fincantieri, TKMS. Donc voilà, donc des questions sur à la fois la supply chain française, niveau PME, niveau ETI, et côté MOI, quid de la consolidation au niveau européen. Hervé Guillou, Jean-Pierre Deveau. Vous voulez que je commence? Si vous le souhaitez. D'accord. Bon, en fait, on a à travers les syndicats professionnels, c'est-à-dire le GICAN, le GIFAS, le GICAT, du côté de la défense, et à travers les 14 filières qui font partie du Conseil national de l'industrie, mis toute une machine de guerre en route pour soutenir les PME, mais les ETI si besoin, et les identifier, les aider, leur faciliter l'accès aux différents dispositifs de soutien possibles. Donc, tout ça est en place depuis déjà facilement 6 semaines. Dans chaque syndicat professionnel, il y a un correspondant PME qui est désigné. Chaque maître d'œuvre, en tout cas les 7 grands, a mis en place avec la DGA une organisation de dialogue permanent avec les équipes de François Mestre qui s'occupe de politique industrielle pour signaler dans leur supply chain quelles entreprises seraient susceptibles d'être en difficulté. Et ensuite, la DGA de son côté, le ministère de l'économie de l'autre, avec la BPI, mais aussi les soutiens de trésorerie aux entreprises, et puis les grands maîtres d'œuvre, s'organisent pour essayer d'aider au mieux la supply chain. La difficulté, il y a 2 difficultés qu'il ne faut pas négliger. La première, c'est le secret des affaires. Les gens ne se déclarent pas volontiers comme ça sur le web en difficulté parce que ils ont très peur que du coup leurs clients les lâchent, les banquiers les lâchent, et donc ce n'est pas si simple de savoir, de parler intelligemment des difficultés de telle ou telle entreprise. Donc il faut organiser des réseaux assez confidentiels
faire des signalements, mais après, il faut se retirer prudemment parce que les entreprises et les entrepreneurs, et en particulier les propriétaires privés, n'ont pas du tout envie que les gens interfèrent dans les difficultés de leurs entreprises ou même bavardent à propos des difficultés de leurs entreprises parce qu'ils craignent énormément les effets de bid. Le deuxième sujet qui est très compliqué, c'est qu'évidemment, plus les chaînes sont duales, plus on peut être confronté au risque de double déni. On connaît bien ça dans le secteur naval pour la R&D, où évidemment, l'entreprise qui fait aller 60% d'équipement pour l'avionique civile et 40% d'équipement pour l'avionique militaire. Évidemment, certains disent, les maîtres d'œuvre du militaire ou les clients militaires disent, écoutez, ce serait bien quand même que le secteur civil s'occupe de la survie de sa supply chain. Et inversement, le secteur civil dit, enfin, le monde de la défense pourrait quand même bien donner un sérieux coup de main. Et il en a les moyens, et ceci, et cela. Donc, toute la difficulté, c'est de passer de la stratégie du double déni à la stratégie, au contraire, de la double aide. Et c'est à cela que les groupements, finalement, sont les plus utiles, puisque ce sont les groupements et les filières qui, finalement, sont à la manœuvre pour mettre en place des dispositifs d'aide qui permettent à l'ensemble des acteurs privés et publics, finalement, de soutenir conjointement telle ou telle entreprise, qui n'ont pas toutes les mêmes problèmes. Certaines, comme l'a rappelé Jean-Pierre, ont des problèmes strictement de trésorerie, d'autres ont des problèmes de haut de bilan, d'autres ont des problèmes de flux de commandes et de plans sociaux durablement dégradés, donc des questions de prêt personnel et de relance par la demande. Enfin, toutes n'ont pas les mêmes problèmes. Par contre, ce qu'il faut, c'est organiser un système où l'ensemble des gens qui peuvent soutenir ont un intérêt à le soutenir ensemble, et pas juste à se redonner la dame de pique les uns les autres. Donc, la ministre des Armées a nommé Vincent Habert pour piloter ce dispositif au niveau du ministère des Armées, qui a mis en place donc, des conventions avec la BPI, avec la Direction Générale des Entreprises, avec l'APE. Nous, les groupements, nous sommes associés à cette initiative en ayant nommé des correspondants auprès de Vincent Habert pour apporter finalement la connaissance qu'on a dans les filières du milieu professionnel et de l'état des entreprises. Et donc, tout le sujet est d'arriver à consolider cette connaissance et de mettre en place des outils collectifs au service de cette fragilité. Mais personnellement, j'ai entendu votre question, je ne vois pas de différence de traitement entre les PME, les TPE et les ETI. Je veux dire, tous ceux qui sont en difficulté sont légitimes à être soutenus. J'en viens d'ailleurs à la question de la CNIM. Oui, la question de la CNIM est extrêmement préoccupante. Elle n'a absolument rien à voir avec la crise. C'est d'ailleurs ce que rappelle le ministère de l'Économie dans les quelques refus d'aide. Je crois qu'il y en a eu 4% des banques vis-à-vis des entreprises. Il y a aussi malheureusement des entreprises qui étaient en grande difficulté avant la crise. Et le protocole qui a été signé avec les banquiers par la direction et les actionnaires de la CNIM est de loin préalable à la crise. Donc évidemment, il va falloir tout faire pour essayer de trouver les meilleures solutions, selon qu'il s'agisse des activités de CNIM dans la défense qui sont à la Seine, qui travaillent pour le terrestre, pour le naval, qu'il s'agisse de Bertin plutôt dans les domaines de technologie, tout ça c'est des sociétés différentes du même groupe, qu'il s'agisse des activités civiles avec les fours Martin, bon, tout ça je ne sais pas s'ils ont un avenir commun, mais en tout cas est à mon avis un sujet grave, mais qui n'est absolument pas en relation avec la crise. Terminer pour dire un mot de ce qui se passe en Allemagne. Ce qui se passe en Allemagne n'est pas surprenant. Ça trouve son origine finalement dans la mise à l'écart de l'offre de TKMS
du contrat MKS 180, qui est un contrat de 4,5 milliards pour d'énormes frégates et qui a été attribué après compétition à Damen et Lürsen, associés. Damen est un chantier hollandais et Lürsen un chantier familial allemand. Et l'autre compétiteur était donc German Yards, qui appartient au groupe Privinvest, c'est-à-dire le même groupe que les constructions mécaniques de Normandie, et qui est lui à Kiel, et qui, comme le chantier de Lürsen, qui est Blumensluis, Kiel German Yards, est un avatar du démantèlement de TKMS il y a 10 ans. Donc, on parle beaucoup de consolidation allemande. On a peu parlé de son démantèlement il y a 10 ans, mais c'est une reconstruction, finalement, pas à pas, d'un milieu naval extrêmement fragmenté. Ce que j'en retiens du côté du rapprochement Lürsen-German Yards, c'est qu'il n'est pas surprenant que les deux acteurs de la compétition se regroupent et que, évidemment, leur objectif numéro un, c'est de capter ensemble le maximum de valeur en Allemagne du programme MKS 180. Et vous savez l'appétit que nos amis allemands ont pour les métiers industriels, et ils sont très habitués. Donc, moi, j'aurais plutôt au départ imaginé qu'ils allaient se mettre en consortium. D'ailleurs, Iskander Safa avait déposé un claim contre l'attribution pour se mettre dans un rapport de force qui lui permettait de discuter et de re-rentrer dans le jeu. Ils ont trouvé cette méthode qui est relativement élégante, qui est la fusion de leurs actifs avec une large majorité Lürsen, mais qui en fait ne fait que reconstruire un bout de ce qu'était TKMS il y a 2007-2008. Le deuxième enseignement, c'est quand même que ça consacre d'une certaine façon la scission entre le monde des sous-marins et le monde des bateaux de surface. Puisqu'on a quand même parlé dans les derniers mois et les dernières années, à l'époque, d'avoir dans ce consortium ou dans cet arrangement destiné à recapturer le maximum de valeur des programmes allemands, de récupérer le bureau d'études de ThyssenKrupp qui était resté. Et ce bureau d'études, il n'est pas dans le deal. Donc, c'est aussi finalement une marque de séparation entre le monde de TKMS et le monde des sous-marins. Et c'est probablement ce qui explique que, comme par hasard, le même jour, on trouve une fuite dans la presse sur des discussions entre TKMS et Fincantieri, qui est probablement une façon, pour certains, de dire qu'ils existent encore. À ma connaissance, il n'y a aucune discussion capitalistique entre Fincantieri et TKMS. Il y a une discussion depuis très longtemps, ça fait au moins 3 ans, sur l'acquisition par la marine italienne d'un batch de sous-marins d'origine allemande type U-212, je crois, CD, avec un transfert de technologie pour Fincantieri, ce qui avait déjà été le cas pour le batch numéro 1. Je sais que la discussion est très difficile sur le contenu de ce transfert de technologie, parce que les Italiens avaient le sentiment quand même de ne pas avoir bien été traités pendant le batch 1. C'est encore plus difficile maintenant qu'il y a une association gouvernement-tout gouvernement avec les Norvégiens, au cours de laquelle les Allemands ont promis aux Norvégiens de leur transférer le leadership sur un certain nombre de technologies, notamment les systèmes de management, enfin les combat management systems et tous les logiciels. Et donc ça rend évidemment un accord allemand-italien pas simple. Et donc ça doit quand même, je pense, la discussion être centrée autour plutôt de ça. Le dernier point, c'est que même si on pense qu'il n'y a pas probablement, en tout cas, de discussion capitalistique, d'ailleurs ça n'a jamais été confirmé par qui que ce soit, entre Fincantieri et l'Allemagne, c'est quand même, je pense, pour la France, un wake-up call, comme on dit. Et ça doit nous rappeler que si la France n'est pas suffisamment active, ni suffisamment agile pour organiser rapidement la consolidation de l'Europe,
ben, c'est comme du temps de Napoléon, la consolidation sera contre nous, ou sans nous. Sans nous, ce serait encore la meilleure partie, mais contre nous, ça peut être très compliqué. Et ça fait très longtemps, personnellement, que j'alerte les pouvoirs publics sur le fait que si nous n'allons pas assez vite dans une discussion franco-italienne ou dans d'autres discussions qu'on pourrait amorcer avec d'autres Européens, eh bien, de toute façon, les Européens, ils discuteront sans nous. Et donc, j'espère que cet événement va réveiller un peu un sentiment d'urgence en France, qui est que malgré la crise, malgré la reprise, malgré la relance, eh ben, faut quand même s'occuper des positions stratégiques, parce que c'est ça qui compte à la fin, et que ces positions, ben, si c'est maintenant, c'est maintenant. Voilà. Il n'y a pas de priorité à faire entre la relance, la reprise et la stratégie. Et donc, s'il y a des opportunités à saisir, il faut les faire maintenant. Et en tout cas, il faut accélérer notre volonté de consolidation européenne, sinon elle se fera contre nous. Et ça, c'est typiquement un truc qui pourrait nous arriver. Merci pour votre analyse. C'est peut-être un jeu de poker menteur, du coup, ThyssenKrupp, Marine System et Fincantieri, on verra. Jean-Pierre Deveau, votre analyse justement sur cette fragilité de la supply chain et le cas échéant sur ces restructurations plutôt à l'échelle européenne. Dans un temps un tout petit peu plus court, on a largement dépassé les 18 heures, oui. Mais c'est vrai que le sujet le vaut, je crois. Le premier point, je crois que, effectivement, j'ai pas beaucoup apporté le problème des ETI, mais pour moi, c'est assez naturel. Pour une PME, le but, c'est bien d'augmenter le portefeuille de produits, d'activités et d'arriver à une taille qui fasse qu'elle est plus viable vu d'un système bancaire ou vu tout simplement de ses clients. Donc, très clairement, les restructurations qui avaient commencé avant la crise du Covid-19 avaient pour but de monter un certain nombre de possibles, de PME à des niveaux d'ETI. Il y avait un certain nombre qui étaient en train de se monter, de s'enrichir et de poursuivre ça par d'abord une consolidation du tissu national, parce que c'est comme ça qu'on acquiert de la masse et qu'on peut aller discuter après à l'étranger. Quand on est une PME de 50 personnes, aller s'emparer d'une boîte à l'étranger, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, quand on est un peu plus lourd, 250, 500 personnes, oui, aller prendre une filiale à l'étranger, ça se fait assez bien. Il y a un certain nombre de petites boîtes comme ça qui ont grossi progressivement. Je travaille avec Scalian. Scalian aujourd'hui, après une croissance nationale, est parti très clairement prendre des PME à l'étranger pour croître et s'enrichir en Espagne, s'enrichir en Allemagne, s'enrichir au Benelux. Donc c'est bien cette stratégie-là qu'il faut avoir de croissance assez rapide, mais fondée sur des briques qui ont de la cohérence industrielle et qui permettent finalement de convaincre un acquéreur, de convaincre un vendeur que ce qu'il va vendre s'intégrera bien dans le processus, et surtout de convaincre à la fois le système financier et les clients que ça a du sens et que c'est pérenne. Donc je crois que ça va se poursuivre. La crise va apporter un paquet d'opportunités, donc il faudra regarder, il faudra être prêt à saisir ces opportunités. Il faudra probablement aussi que le tissu BPI, lorsqu'il y a des cas critiques, s'investisse de telle manière à ce que effectivement ça facilite ou ça accélère les processus. Mais ceci étant, oui, on est en train de regarder en Europe les possibilités, et parce qu'il va y avoir aussi là des possibilités, et il va falloir regarder tout ce qui rentre finalement dans ce champ. D'ailleurs, c'est toute l'importance de DIDP, en tout cas vu d'une PME française, que de voir apparaître sur les écrans un certain nombre d'équivalents européens avec qui on pourrait d'abord coopérer, puis éventuellement, in fine, se marier pour faire quelque chose au niveau européen avec un marché européen. Et ça, je crois que dans le monde de la défense, ça risque d'être une des grandes valeurs ajoutées de DIDP, au-delà évidemment de l'argent. Au-delà de l'argent, le Fonds européen de défense permet finalement de monter des réseaux de PME qui apprennent à travailler ensemble,
finissent par connaître leur culture, et puis à un moment donné, on trouvera probablement des opportunités pour faire des fusions-acquisitions, et puis monter des choses un tout petit peu plus grandes et transnationales. Merci Jean-Pierre Deveau. Et je vais surtout vous remercier pour avoir participé à ce premier exercice aussi pour la fondation de webconférence. Vous avez en fait posé un certain nombre de problématiques et de sujets. L'idée désormais aussi, c'est que nous on tire le fil et on développe aussi en fait ces sujets dans le cadre de futures webconférences. Et donc j'invite aussi les participants à nous rejoindre mercredi. Et là, on va creuser en fait davantage encore la question en fait du financement des PME. On abordera aussi les questions allemandes début juin, le Fonds européen de défense également, et les premiers retours d'expérience de DIDP. Donc voilà. Mais en tout cas, cette première conférence de presque 1h30 aura permis en fait de poser un certain nombre de thématiques, de problématiques et de jalons pour les réflexions à venir. Donc un grand merci à vous pour vos réflexions. J'invite également les participants à aller sur le site de la Fondation, regarder le dossier Covid-19. Et puis, je tiens aussi à remercier bien sûr toute l'équipe de la Fondation pour la recherche stratégique, Gaspard Roard, Kevin Martin, Lucille Seglarski et Fabien Hébert, qui ont donné corps en fait à cette première visioconférence. Et merci aussi à l'ensemble des participants que nous espérons bien sûr retrouver très rapidement aussi en présentiel. Voilà. Merci à vous. À très bientôt.